un live aujourd'hui pour parler hydrogène et l'actualité de l'hydrogène. On va faire une petite revue de presse, vous avez préparé quelques articles et puis on va essayer de voir ensemble un peu qu'est-ce qui se dit au sujet de l'hydrogène en ce moment, enfin en tout cas dans les derniers mois. Et puis on va voir un peu aussi les avis des scientifiques sur le sujet. La revue de presse, l'idée c'est de faire un peu un tour de l'actualité de la recherche sur le territoire. Et puis, merci Pauline, c'est nickel. Donc oui, parce qu'on a eu quelques petits problèmes de son, de dernière minute, mais tout va bien. Et du coup, on va aller regarder un petit peu ce qui se fait en termes de recherche. Donc on va aller aborder différents sujets, différents sujets sur l'hydrogène. Et puis on va aller creuser un peu ensemble. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas évidemment, comme d'habitude. Hop. Alors du coup, pour commencer, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de l'hydrogène blanc parce que c'est un terme c'est un terme dont on commence à entendre parler, ça commence à être évoqué, parce qu'on entend parler de l'hydrogène vert, on entend parler de l'hydrogène gris, produit avec les énergies fossiles, mais l'hydrogène blanc commence un petit peu à faire sa place. Les chercheurs en tout cas les chercheurs qui ont découvert ce nouvel hydrogène sont vraiment à fond dedans. Donc moi je voulais voir un petit peu avec vous en fait, voir ce qu'ils en disaient et voir si c'est peut-être, si c'est une potentielle solution pour la production d'hydrogène. Alors, le premier article, c'est... Hop. C'est pas celui-là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je crois que ça fonctionne pas très bien. Hop. Normalement, c'est bon. Pourquoi il veut pas montrer mon truc? Ok, c'est bon, ça fonctionne. Bon, du coup, alors, en fait, donc découverte d'un potentiel gisement d'hydrogène colossal en Lorraine. Donc bon, foutez dans le nom, hein, il a l'air quand même super content d'avoir découvert ce truc-là. Donc l'hydrogène blanc, en fait, c'est de l'hydrogène naturel qu'on trouverait dans des ressources géologiques. Enfin, ce serait une ressource géologique potentielle. On va le voir plus tard dans un article d'Epsilon qu'il y a plusieurs gisements en fait, qui ont été découverts dans le monde entier. Donc c'est une vraie découverte internationale, c'est pas du tout un truc que chez nous. Et en fait, potentiellement, si on découvre que cet hydrogène est de 1 disponible en grande quantité et de 2 renouvelable, puisque c'est ce qu'ils évoquent, et ben ça pourrait potentiellement être une solution en fait pour la production d'hydrogène, parce qu'on sait aujourd'hui que l'électrolyse n'est pas forcément une solution la plus efficace et que jusqu'à maintenant on a quand même plus de entre 95 et 98% de l'hydrogène qui est produit à partir des énergies fossiles, donc on n'est pas du tout sur une énergie propre. Donc ce chercheur, ces deux chercheurs, Jacques Pironon et Philippe Donato, qui sont tous les deux directeurs de recherche au CNRS à l'Université de Lorraine, ont écrit un article dans The Conversation à ce sujet-là. Donc en recherche scientifique comme ailleurs, il arrive qu'on découvre quelque chose que l'on ne cherchait pas, voire même que l'on découvre quelque chose d'intérêt supérieur à ce que l'on cherchait. C'est la sérendipité, ce qui nous est arrivé en sondant le sous-sol lorrain depuis la commune de Wolschwiller et en dénichant un gisement potentiel d'hydrogène blanc. Sous ces territoires encore durablement affectés par la désindustrialisation, pourrait ainsi sommeiller rien de moins que le plus gros réservoir mondial connu à ce jour de ce gaz qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le cadre de la transition énergétique. On rappelle quand même que ça suscite de l'intérêt notamment parce qu'il y a d'importants financements au niveau national pour le développement économique de l'hydrogène et un petit peu aussi pour la recherche.
Donc en fait, ils expliquent qu'ils sondaient donc le sous-sol lorrain afin d'en estimer la ressource et de voir si une production locale de ce gaz était envisageable. Donc c'était pour du méthane à l'origine. Pour poursuivre cet objectif, ils ont dû développer des technologies innovantes pour ausculter in situ et en continu les formations géologiques du Carbonifère, donc période géologique allant d'il y a 359 à 299 millions d'années. Donc avec une sonde qu'ils ont développée et qui leur permet en fait de faire de l'analyse géologique assez discrète en fait, qui respecte l'environnement et qui ne détruit pas en fait le sol. Et donc en fait ils expliquent que en analysant ce sous-sol, ils ont découvert une source d'hydrogène. Donc ainsi, en poursuivant le monitoring chimique des strates géologiques et des gaz accompagnateurs du méthane, nous avons été surpris de constater que l'hydrogène était présent en forte proportion et que sa concentration augmentait avec la profondeur pour atteindre 20% à 1250 mètres de profondeur. De telles proportions nous permettent désormais de considérer qu'à 3000 mètres de profondeur, la teneur en hydrogène pourrait dépasser 90% d'après leur modélisation. Ainsi, et sur la base de données gazières à moins 1100 mètres de profondeur, donc 14% d'hydrogène, ce gisement lorrain pourrait contenir jusqu'à 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc, c'est-à-dire plus de la moitié de la production annuelle mondiale d'hydrogène gris. Sachant qu'aujourd'hui, en France, on est sur une production de 880 000 tonnes d'hydrogène. Donc là, dans ces 880 000 tonnes, enfin, c'était les données de 2020, 880 000 tonnes, on comprend donc du coup la production d'hydrogène à partir de ressources d'énergie fossile, et il y a 5% qui est produite à partir d'électrolyse, donc électrolyse de l'eau à partir d'énergie verte. Donc potentiellement ça pourrait être une ressource énorme, et si l'on en croit ce qu'il dit, ça veut dire que là en France on aurait une production de 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc. S'il y a d'autres sources dans le monde, on aurait une production qui dépasserait la production mondiale totale, quoi. Donc voilà, on reparle des différentes couleurs de l'hydrogène, blanc, gris. Derrière ces couleurs de l'hydrogène se cache en fait sa provenance en lien avec son mode de production. Pour rappel, l'hydrogène, c'est un gaz qui la plupart du temps est combiné à d'autres éléments dans l'eau, dans les énergies fossiles, etc. Et ce que je vous disais au début, c'est qu'en fait, là, on serait sur un hydrogène pur, qui n'est pas combiné à d'autres molécules, d'autres éléments. Donc, et on pensait aussi que, en fait, il n'y avait pas d'hydrogène brut, que ça n'existait pas, que c'était qu'en fait, ou en tout cas qu'il n'existait que en quantité infime sur Terre. Donc là, on a potentiellement une donnée qui est très intéressante pour l'avenir. Donc, la piste est que cette production d'hydrogène serait issue de phénomènes d'oxydation et de réduction. Donc, directement disponible, ce gisement potentiel d'hydrogène blanc a donc l'immense avantage de ne pas nécessiter d'énergie supplémentaire pour être produit à partir d'autres gaz ou molécules. Donc, pour l'hydrogène gris produit à partir des énergies fossiles, et pour l'hydrogène vert ou jaune produit à partir des énergies renouvelables ou du nucléaire. Il suscite également notre enthousiasme car l'hypothèse que nous favorisons aujourd'hui pour expliquer sa présence dans ce sous-sol lorrain laisse présager une ressource presque infinie de ce gaz. Pour rappel, l'hydrogène est très fréquemment présent dans le milieu naturel, son origine peut être multifactorielle. Activité bactérienne, artefacts technologiques, origine géologique impliquant des phases minérales ou organiques. Et concernant la Lorraine, nous privilégions pour l'instant l'idée que l'hydrogène est ici le résultat de la présence à la fois de molécules d'eau et de minéraux composés de carbonate de fer. Donc, quand on parle d'activité bactérienne, on en a parlé notamment durant l'émission de l'eau dans le gaz avec Mayumi, qui du coup, elle expliquait qu'à partir de bactéries donc, issues des déchets de l'industrie de l'industrie laitière, en fait, ils pouvaient reproduire de l'hydrogène. Donc là, dans leur cas, on est sur quelque chose évidemment d'industriel, mais d'économie circulaire, puisque ce serait une production qui permettrait de réinjecter l'énergie produite dans les fours, enfin voilà, dans les fours des usines, et puis aussi dans les camions des flottes.
Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est possible de... On sait que... Oui, je peux. On sait que c'est possible de produire à partir des bactéries. Donc deux composés qui, lorsqu'ils entrent en contact, génèrent des réactions d'oxydation du minéral et de réduction de l'eau qui aboutissent à la production d'hydrogène et d'oxyde de fer. Si cette hypothèse se confirme, cela impliquerait que cette production d'hydrogène, en plus d'être colossale et naturelle, pourrait donc presque être renouvelable. Car ces processus chimiques d'oxydation et de réduction demeurent rapides, de l'ordre de quelques semaines ou mois, et car la réserve de carbonate de fer dans le sous-sol lorrain est quasi infinie. Donc en fait, on aurait une production naturelle d'hydrogène qui nous permettrait d'éviter en fait les émissions de carbone qui peuvent avoir lieu, notamment avec la production d'hydrogène gris. Et on a aussi tout un intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de produire de l'électricité pour alimenter l'électrolyse, pour produire de l'hydrogène. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est là, on a de l'hydrogène pur, on peut l'utiliser directement donc pour alimenter une pile à combustible ou aujourd'hui, avec le nouveau projet de recherche, pour l'utiliser comme combustible. Donc la prochaine étape de leur recherche, c'est un forage à 3000 mètres. Donc avant d'imaginer l'exploitation d'un tel gisement, la route peut paraître encore longue, mais le chemin à suivre... j'ai perdu mes lignes. Mais le chemin à suivre est déjà bien tracé. Il nous faut d'abord prouver que la présence d'hydrogène est homogène dans ce bassin de 90 km². Donc en fait, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils avancent. Ils ont des hypothèses sur la quantité d'hydrogène présent en tout cas dans cette source géologique, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit le cas. Pour cela, la prochaine étape consistera à déployer la sonde 6 MOG dans des forages voisins de celui de Folchwiller où nous avons découvert la présence d'hydrogène. Ensuite, il nous faut démontrer que la concentration en hydrogène continue de croître pour les profondeurs supérieures à 1200 mètres. Malheureusement, aucun puits en région Lorraine ne permet de déployer l'outil à de telles profondeurs. Donc ils sont quand même encore limités. Et puis ils viennent juste de découvrir ça, c'est un article qui a été publié en 2023, donc c'est hyper récent. Donc, nous proposons donc de réaliser un forage profond pour démontrer que la concentration d'hydrogène continue de croître en profondeur. Si tel est le cas, nous validerons alors la présence d'un gisement exceptionnel d'hydrogène naturel de taille inédite et nous pourrons mener une première estimation réaliste de la ressource. Plusieurs partenaires industriels et institutionnels français et étrangers sont intéressés pour financer ce projet. Il nous reste à convaincre l'État français de son intérêt afin d'obtenir les autorisations nécessaires. L'ensemble de ces étapes serait conduit au travers d'un programme de recherche Régalore 2 que nous espérons démarrer au trimestre 2024. Donc en fait, ils ont quand même l'objectif de faire ça dans pas très longtemps, quoi, pour une durée de 3 à 4 ans maximum. Ce n'est donc pas un futur s'éloigner au vu des enjeux économiques qui se dessinent. Imaginez de nouvelles exploitations de gisements de gaz naturel. L'idée de pouvoir un jour exploiter un tel gisement implique également de repenser nos représentations de gisements de gaz naturel exploités à ce jour. Oui, parce que du coup, là, on partirait encore sur une exploitation d'un gisement géologique, comme on avait pu faire avec le charbon auparavant. Et il y a quand même des enjeux environnementaux, c'est-à-dire que est-ce qu'on parle de transition énergétique, mais il y a quand même une transition écologique aussi. Et est-ce qu'on a envie de détruire l'environnement, des espèces qui sont potentiellement protégées, qui sont dans cet environnement-là? Est-ce que ça va être accepté aussi par les populations? Parce qu'il y a toujours des enjeux quand on part sur une nouvelle exploitation industrielle comme celle-ci. Est-ce que vraiment ça va être accepté? Il y a toujours cette question du taux d'acceptabilité de nouveaux projets industriels. Après, ce qu'ils disent au début, on est quand même sur une zone géographique qui, en termes d'emploi, serait peut-être intéressée par ce nouveau développement économique. Les pressions de gaz sont ici près de 10 fois plus faibles que pour un gisement conventionnel, mais l'extension latérale du gisement est bien plus grande. Ce nouveau type de gisement doit donc être une source d'innovation. On peut par exemple envisager de n'extraire que les gaz d'intérêt par une séparation en fond de puits afin d'éviter de construire une unité de séparation en surface. Cette manière de procéder nous assurerait également de ne pas empiéter sur les terres agricoles. Une meilleure compréhension de la genèse de ce gisement permettrait également de décrire les formations rocheuses favorables à l'émergence d'hydrogène en termes de composition minéralogique, de chimie des eaux, de température subie et de profondeur d'enfouissement, et donc de produire de nouveaux guides de prospection afin de sonder les sous-sols d'autres régions. Plusieurs pays frontaliers ou non se montrent déjà intéressés. Nos amis des Hauts-de-France sont évidemment dans les starting blocks.
Oui, parce que du coup, en France, il y a quand même beaucoup de régions qui s'intéressent au sujet. Ici, en Pays de la Loire, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai développement au niveau de la recherche. C'est quand même quelque chose qui est vraiment dans la course en fait à la technologie. On est vraiment sur ça, notamment à cause ou grâce aux financements nationaux. Donc, mais c'est plutôt dans le sud notamment qu'on s'intéressait à la base à l'hydrogène. Maintenant, c'est un peu partout. Donc, il y a pas mal de projets vraiment au niveau national. Et en France, on n'est pas si en retard que ça, comparé à d'autres pays, par exemple, d'Europe ou même au niveau international. On l'a été il y a 20 ans, mais maintenant, on commence à bien développer ce processus. Bon, là, il parle des questions, enfin, la peur qu'il peut y avoir autour de l'hydrogène. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Mais il faut savoir que aujourd'hui, comme n'importe quel gaz, on est quand même en capacité de le gérer. Et voilà, il y a des risques, mais comme pour tout en fait. Donc ça après, c'est pas... c'est un sujet dont on a un peu parlé, notamment dans l'émission avec Bastien, et justement sur les questions de sécurité. Et il a expliqué que c'était pas forcément le plus... Enfin voilà, il y a des projets de recherche pour améliorer la sécurité, mais comme pour n'importe quel gaz. Donc voilà, donc là on parle du coup d'un gisement, mais comme je vous disais, en fait il y a en fait des gisements dans d'autres endroits. Et on est sur, en fait au niveau international, on est un peu sur une course à l'hydrogène blanc. Donc je vais aller vous chercher autre chose. Attendez, je reviens sur ça. Pardon. Hop là. Toc. Alors attendez, je vais vous chercher ça. Donc c'est un article, il y a un article dans Epsilon qui justement parle de ce sujet-là et qui explique un peu justement ce nouvel Eldorado de l'hydrogène et que je trouvais intéressant parce qu'il est un peu plus nuancé que celui-ci, notamment parce que là on est quand même sur des chercheurs qui sont hyper contents d'avoir fait une nouvelle découverte, ce qui est génial. Mais il faut savoir qu'il faut un peu nuancer aussi parce que en fait on n'est pas sûr que ce soit que ça y est, on ait trouvé une solution. Et puis de toute façon l'hydrogène est une solution parmi tant d'autres. Et il y a aussi toute la question de sobriété. Est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Juste après on parlera des carburants. J'ai un autre article pareil sur The Conversation justement qui est assez intéressant et qui parle des enjeux économiques autour des transitions, de la transition énergétique notamment. Alors, mon petit epsilon. Donc, je ne peux pas vous montrer tout l'article, évidemment, pour des questions de droit d'auteur, mais je vais essayer de vous montrer quelques trucs. Hop là. Alors, donc, hydrogène blanc, l'énergie que personne n'attendait. Bon, le titre est quand même un petit peu... Donc, oui, comme ils disent, les perspectives de gisement affolent depuis quelques mois les scientifiques et industriels. Ce gaz que l'on fabrique aujourd'hui industriellement au prix d'une forte pollution et en plus à un prix quand même assez élevé comparé aux autres énergies. Donc en fait, c'est ça aussi toute la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à transitionner vers l'hydrogène si ça coûte trop cher. Ça coûte toujours moins cher d'utiliser le pétrole. Donc hydrogène blanc, l'énergie que personne n'attendait. Et j'ai le magazine avec moi. Si vous voulez retrouver, Epsilon, c'est le numéro, que je vous dise pas de bêtises, c'est le numéro 23 de mai 2023. Et après, je vais vous montrer un autre truc qu'ils font qui est vachement chouette, c'est le labyrinthe de l'hydrogène, et ils font ça sur pas mal d'autres sujets. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas Epsilon, c'est un super magazine de vulgarisation scientifique avec vraiment des articles de qualité. Et puis là, on a vraiment... c'est des journalistes scientifiques et c'est top. Donc je vous le recommande vraiment. Et puis bon, si vous ne pouvez pas vous abonner, de temps en temps, si vous pouvez passer, leur acheter un petit magazine, c'est vraiment trop chouette. Donc du coup, ce petit
article, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là on a une carte et qui montre que on a vachement de gisements qui ont été découverts. Donc en fait, au niveau international, on a découvert des gisements un peu partout. Et un peu comme la ruée vers l'or noir en fait, hein, on est clairement sur ça. Il y en a quand même qui sont situés en mer, donc je sais pas trop comment ils ont l'intention d'aller récupérer tout ça. Salut, ça va? Du coup, en gros, donc là, je vais vous lire une petite partie que je trouvais intéressante. Donc, voilà. Donc, le déni géologique. Il y a encore quelques années, ce gaz était considéré comme une simple curiosité géologique. On savait qu'il alimentait des petites flammes millénaires du mont Chimère en Turquie ou Los Fuegos Eternos aux Philippines. Quelques fuites ici ou là faisaient l'objet de travaux de géochimie pointus et parfois posaient des problèmes de sécurité dans certaines provinces. Bon, je parlais de la sécurité tout à l'heure. Bon, là, on est quand même sur un gaz enfermé, volatile, et donc oui, inflammable, parce que oui, l'hydrogène est inflammable, c'est pas nouveau, on le sait. Si des foreurs à la recherche de pétrole, de méthane ou d'eau en ont forcément rencontré, c'est toujours de manière fortuite et souvent sans s'en rendre compte. L'industrie pétrolière ne s'y intéressait pas et les chromatographes utilisés pour l'analyse des hydrocarbures ne le mesuraient pas. On parle toujours d'hydrogène. Hein. Signale Geoffrey Ellis, géochimiste pétrolier à l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Il y a eu ce paradigme très fort de l'hydrogène libre n'existait pas en quantité sur Terre. En fait, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. On nous dit il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'hydrogène tout seul. Ah, ouais, il y a des trucs qui traînent en ce moment. Et puis bon, il faut refaire son immunité avant l'hiver, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Bon. Mais je t'ai vu streamer quand même. T'as repris un peu. Je crois que tu streams ce soir d'ailleurs. Non, c'est ça? Ouais, peut-être. En fait, on a eu des... je peux augmenter. En fait, on a eu des... J'ai eu un petit problème de micro. Je l'ai pas retrouvé. Ah, merci Pauline. J'ai pas retrouvé un de mes micros et du coup on fait avec les moyens du bord. Là on est vraiment en système D au studio là. C'est un peu là. Mais est-ce que là c'est mieux? J'ai un peu augmenté. Je sais pas si on entend mieux. Pauline, dis-moi, est-ce que c'est mieux? Ah mais là, attends, mais je vais essayer d'augmenter sur... Est-ce que là c'est mieux? Parce que j'ai monté sur la... J'ai monté sur le... Sur la table. Oui, il y a un bruit de fond, je sais. Et là, c'est mieux, on l'entend moins. C'est la ventilation. Parce qu'ici, on se caille et... Ah, ok, cool. On se caille avec la ventilation et en plus, elle est super forte. Ok. Attends. J'ai un écho. Non, c'est bon? Ok. Bon. Du coup, je reprends. Ok, j'ai un écho. Merde. Bah ouais. Bah je sais. Je peux essayer de filtrer un peu, mais... Je peux essayer de rapprocher le micro sinon. Ah. Je sais pas si c'est mieux. Mais en fait, je peux me rapprocher.
On l'entendait pas. Bah non, parce que du coup, j'avais fait en sorte qu'on l'entende pas trop, mais en fait, je l'ai légèrement dans mon retour et je sais que qu'on l'entend. Bah après, hein, de toute façon, si on peut m'entendre mieux. Si moi te répondre, on commence le MOOC. Trop cool. Trop trop chouette. Je baisse un peu sur la table et je me rapproche. Est-ce que Pauline, c'est ma stagiaire régisseuse, c'est elle qui m'accompagne. En fait, elle est dans le bureau derrière et elle vérifie que tout va bien. Hop. Bon, bah du coup, si c'est mieux, on va reprendre. J'espère que c'est mieux. Après, tu me dis, hein, Pauline. Je vais bientôt valider mon stage. Ouais, ouais, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. J'ai hâte de lire le rapport. Ok, super. Bah merci. Merci pour les petits raccords. Du coup, je vais reprendre mon petit article. Je vais reprendre mon petit article sur l'hydrogène, sur la découverte géniale qu'est l'hydrogène blanc. Enfin, du coup, j'en étais où? On en était là. Attends, je vais zoomer un peu. On va zoomer un peu sur ça. Comment je fais ça? Hop. Non, je ne pas la même. Très bien, voilà. C'est ça qu'on disait. Du coup, je disais que il pensait que donc on parlait de la sécurité d'ailleurs. Et ça sera régulier ce type de prévoyez de live combien de temps pour ce format? On prévoit 1 heure peut-être. En fait là c'est la première fois que je le fais, je vois un peu comment ça se passe. En fait j'ai plein d'articles dans mon petit truc. Et l'idée ouais ce serait de faire ça 1 fois par mois au moins. Et notamment un peu en lien avec les émissions qu'on fait après avec nos intervenants. Parce que du coup, bon là du coup c'est pas trop le cas parce que dans 2 semaines on fait une émission avec Camille qui est illustratrice, avec qui on a travaillé sur le projet justement hydrogène. Et puis on va parler aussi des autres projets qu'elle a fait avec nous, puisque du coup elle fait de l'illustration scientifique. Et puis l'idée c'est un peu de faire, voilà, parler d'illustration scientifique, d'aller voir un peu des contes chouettes. Et puis, et puis après, en janvier et en février, il y a 2 chercheurs qui viennent, enfin du coup à chaque fois, il y en a un. Et donc du coup l'idée c'est, donc en janvier ce sera sur plutôt, alors je connais pas encore parfaitement le sujet, mais on est plutôt en fait c'est des matériaux incolores, enfin des colorants incolores, donc en fait qui sont visibles que en infrarouge et en fait qui seraient potentiellement utilisés pour la production énergétique. Et donc du coup l'idée ce serait un peu en amont d'aller faire justement une revue de presse sur le sujet de la production, des nouvelles techniques de production. Alors c'est pas vraiment une nouvelle technique parce que là on serait sur enfin voilà, si je dis pas de bêtises, la photocatalyse. En fait c'est un peu comme des panneaux photovoltaïques. Et puis après, en février, on a un chercheur qui est du coup lui de Centrale Nantes et lui il travaille plutôt sur tout ce qui est transition de l'industrie maritime, donc du transport maritime. Et donc là l'idée c'est pareil, on va aller voir un petit peu aussi notamment tout ce qui est question enjeu de la transition au niveau du transport maritime qui représente quand même pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis après on va voir. Mais du coup ouais, tous les mois l'idée ce serait de faire une revue de presse. Et puis bon, si j'ai la motive j'en ferai plus. On va voir. Ouais, du coup sur ouais, en fait, Ecoscience, c'est. Enfin, sponsor.
En fait, oui et non. En fait, EcoSource, c'est une plateforme qui est une plateforme qui est à la fois nationale et puis du coup, il y en a pas mal en région. Et en gros, en fait, on est du coup financé par la région des Pays de la Loire. Mais enfin, l'idée, c'est de, voilà, de valoriser un peu ce qui se passe sur le territoire. C'est pas vraiment une sponsor, mais, euh, mais oui. Bah, après, là, tu vois, on parle d'hydrogène et je parle pas que de la région. C'est juste que c'est une thématique qui est un peu dans l'actu de la région en ce moment, mais je parle pas que de la région. Mais après, en vrai, l'idée, c'est pas de se limiter à que. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'interviewer pas mal des chercheurs de la région, des chercheurs, des doctorants, enfin voilà, vraiment d'aller à la rencontre des acteurs régionaux de la médiation. Mais sur les thématiques, bah, on va aller voir un peu partout, quoi, au niveau national. Et puis bon, les chercheurs, ils travaillent avec plein de gens. Ok. Bah en vrai, pour l'instant, bon, ça fait 30 minutes que j'ai commencé, hein, mais on va... Euh, je pense que ouais, en fait, 2 heures, ça peut passer assez vite. Mais peut-être que du coup, je sais pas si je me dis, peut-être que je la commencerai plus tôt le mercredi, peut-être à 15 heures alors. Ah, une belle arnaque ou une solution miracle. Ni l'un ni l'autre, hein. C'est pas du tout, enfin, une arnaque en soi. Non, c'est une solution comme une autre. Une solution miracle, pas du tout. En fait, ça s'inscrit dans un mix énergétique global. Et puis, en fait, tu peux pas dire l'hydrogène, ça va solutionner tous nos problèmes. C'est plutôt, il faut avant tout, bah, comme on dit, réduire notre consommation énergétique. Et en plus, je pense que il faut aussi se rendre compte que c'est pas valable pour tout. À plus, Pauline. Euh, c'est pas valable pour tout, quoi. Ça va fonctionner potentiellement, par exemple, bah, du coup on parlait du transport maritime, ça peut être une solution, mais enfin, dans le transport maritime on parle aussi des voiles, on parle aussi des carburants de synthèse. Enfin, et après, ça peut être pas mal intéressant pour les poids lourds, euh, mais pour l'instant en fait il n'y a pas de... Enfin, on peut pas le développer, enfin, on peut pas le mettre en place à un niveau industriel, enfin, c'est encore un peu compliqué, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est notamment tout ce qui est projet de recherche qu'il peut y avoir sur le sujet. Alors là, c'est un peu la thématique en ce moment pour Écosciences parce que du coup, c'était un peu notre nouveau truc, quoi. Enfin, en fait, on a développé enfin, ici, donc l'association Terre des Sciences a développé un parcours numérique sur l'hydrogène et donc du coup, on fait un peu ça, on parle de ça, mais voilà. Tout à fait, tu as raison, il y a plusieurs formes d'hydrogène. Bah, évidemment que c'est réduire la consommation énergétique. De toute façon, quand tu discutes avec les chercheurs sur le sujet, ils sont les premiers réalistes quand on parle de ça. Il n'y en a aucun qui te dit c'est super, c'est génial, c'est la meilleure solution. Alors évidemment, ils sont passionnés par leur sujet, mais parce que bah, c'est passionnant aussi, hein, c'est hyper intéressant. Mais en soi, ils sont hyper réalistes. Et je pense que quand tu es scientifique, t'as quand même, enfin, tu sais quand même que la meilleure solution, c'est la sobriété. Donc, enfin, c'est de réduire ta consommation d'énergie. En fait, on peut pas continuer à produire autant et consommer autant d'énergie. C'est pas possible. Donc l'hydrogène, oui, mais pas si on continue comme ça. Donc voilà. Et après, là, du coup, on parlait d'hydrogène blanc. Du coup, c'est une autre couleur. C'est un peu la dernière couleur où il y aurait des grandes ressources d'hydrogène blanc sous terre. Ils ont découvert ça et ils se disent que c'est peut-être une potentielle solution. Alors après, à voir parce qu'il y a toute la question environnementale aussi derrière, d'exploitation comme ça. Non, c'est quoi Attends, je vais regarder. Elle est sur YouTube. Ouais, carrément chaud. Chaud de React. La vidéo est sur les bombes énergétiques. Alors, le monde...
Qui sont les poseurs de bombes climatiques, c'est ça? Alors attendez, il faut que je fasse mon changement. Ok, alors attendez, il faut que je mette mon casque. Parce que là, elle est branchée sur ma table de mixage, il faut que je mette mon casque sur mon ordi. Hop. Shit. Comment je vais faire mon truc? Merdouille. Ok. Alors attendez, parce qu'il faut quand même que j'entende ce que j'écoute et mon système son est pas top. Je reviens dans 2 secondes. C'est bon. Alors. Est-ce que vous entendez? Ouais. Chacun de ces points représente C'est bon, je crois. Ouais, bah après, c'est vrai que si ça parle pas d'hydrogène, c'est pas grave. Après, c'est intéressant quand même d'avoir. Chacun de ces points représente une bombe à retardement. Au moins 420, répartis dans une cinquantaine de pays. Charbon, pétrole, gaz et huile de schiste, des projets massifs d'extraction de combustibles fossiles déjà en cours ou sur le point d'être lancés. Cette étude de 2022 les a répertoriés. Je vais baisser. Et les a baptisés bombes carbone ou bombes climatiques. These people are going to go as far as they possibly can. As long as they can get away with it, they will continue to invest in fossil fuels. I will be blunt. Commitments alone are not enough. We need real change in the real world. C'est hyper alarmant comme truc. Hein. Ça ferait presque peur. Ok, d'accord. On est vraiment sur des galères de son total aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça se met en place. Le Monde et un collectif de médias internationaux ont eu accès en exclusivité à des données fusionnées et analysées par les ONG Éclaircie et Data for Good. Elles permettent de montrer l'ampleur des bombes carbone en développement et le détail de la constellation d'acteurs impliqués dans ces projets. Alors, qui sont les responsables? Et à quel point la situation est grave? Revenons quelques années en arrière. Paris,
décembre 2015. Les pays du monde entier se mettent d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Si je dis pas de bêtises, on est vraiment pas loin d'1,5 là. Parce que... c'est pas grave, on va y arriver avec les sons. Je crois que c'était ça, en France on était genre à 4 degrés. Oh, ok, je regarde la vidéo. Mais pour rester sous cette limite, la quantité maximum d'émissions supplémentaires dans l'atmosphère à ne pas dépasser se situe entre 400 et 500 gigatonnes d'équivalent CO2. Autrement dit, entre 400 et 500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. C'est notre budget carbone. Une fois atteint, l'humanité ne devra plus émettre de gaz à effet de serre du tout. Sauf que, 7 ans plus tard, en 2022, cette étude dévoile l'ampleur des projets de l'industrie fossile encore en cours. So far, we have been talking in many climate COPs about how to bring emissions down, but we have not been talking about how to reduce the extraction of fossil fuels. Dans ce travail, Kjell Kühne répertorie les sites d'extraction dont les émissions à venir sont estimées à plus d'1 milliard de tonnes d'équivalent CO2. Une partie est encore intacte, une autre est déjà en cours d'exploitation. Au total, 420 sites qui représentent chacun entre 1 et 28 milliards de tonnes d'équivalent CO2. If you think about a gigaton of CO2, a billion tons of CO2, that is a huge impact that even makes a difference to the global climate picture. And by stopping one project, you can have a gigaton-sized impact on the climate. A l'inverse, si ces sites sont entièrement exploités, ils émettront en tout près de 1200 milliards de tonnes d'équivalent CO2. C'est presque 3 fois plus que le budget carbone fixé par l'accord de Paris. La limite pour rester sous les 1,5 degrés serait largement franchie, uniquement à cause de ces 420 projets. La question maintenant, c'est: pouvons-nous identifier qui pose ces bombes? Ces données collectées et analysées par des chercheurs et des ONG nous révèlent plusieurs choses. D'abord, les pays qui cumulent le plus d'émissions potentielles liées à des bombes carbone sur leur territoire. Chine, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, Australie. For example, in North America, it is mostly about unconventional fossil fuels, fracking and tar sands in Canada. In Asia, and in particular in China, it's all about coal. In Russia, it is a mixed picture. In Australia, it's mostly a coal issue. Si on s'intéresse aux entreprises, en tête de celles impliquées dans le plus grand nombre de ces projets, la chinoise China Energy Investment Corp, avec 41 sites, l'entreprise française Total, avec 22 sites, et 18 pour la saoudienne Saudi Aramco. Enfin, on peut voir d'où vient l'argent qui finance ces entreprises. Dans le top 10, énorme. 4 banques chinoises, 2 américaines, 2 japonaises et aussi 2 françaises, la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Il n'y a aucune réglementation qui interdit certains financements à certains types d'entreprises dans le secteur énergétique. Le truc avec ça, c'est que du coup, on finance indirectement ces projets-là quand on est dans ces banques-là, en fait. Il y a d'ailleurs eu pas mal de campagnes à ce sujet-là. Lucie Pinson milite pour le désinvestissement des énergies fossiles. Aujourd'hui, nos grandes banques, nos grandes sociétés d'investissement ou d'assurance ont toute la liberté pour continuer de financer des entreprises actives dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon. Entreprises, pays hôtes, banques, mais aussi les assurances. C'est une constellation d'acteurs qui permet à ces projets de voir le jour. Pour mieux comprendre, regardons un site en détail.
le plus émetteur de tous. Le Permian Delaware Tight. Il regorge de pétrole et gaz de schiste. À cheval sur le Texas et le Nouveau-Mexique. Une centaine d'entreprises sont déjà actives sur ce site de 220 000 km². Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum et ExxonMobil détiennent les 5 plus grosses licences et opèrent d'ailleurs d'autres bombes carbone, un peu partout dans le monde. Pourtant, chacune de ces entreprises affirme œuvrer pour la durabilité et un futur sans émissions carbone. Certaines mettent volontiers en avant les technologies de capture carbone qu'elles développent. C'est un argument qui, bien entendu, contribue à nourrir le narratif que ces entreprises pourraient faire partie de la solution et qu'il est justifié de maintenir des services financiers en leur faveur. Du côté des banques, l'argent continue effectivement d'affluer et alimente indirectement les bombes carbone comme celle du Permian Delaware Tight. Indirectement, car dans la majorité des cas, les banques prêtent de l'argent aux entreprises, mais pas pour un projet spécifique. Même si certaines banques disent s'engager à ne plus financer de projets d'extraction d'énergie fossile, elles continuent de financer des entreprises qui développent ces projets. Autre acteur décisif, l'assureur. Sans lui, ces projets ne peuvent pas aller de l'avant. Pour les assureurs, c'est vraiment une boîte noire. Nous avons accès à des parcelles d'informations dans certains pays, sous certaines juridictions, mais c'est globalement extrêmement opaque. Face aux coûts que pourraient représenter les conséquences du changement climatique, plusieurs compagnies d'assurance se sont engagées à ne plus financer les projets d'extraction fossile, mais beaucoup d'autres continuent de le faire. Et puis, il y a le rôle des États qui autorisent ces projets. America's on the verge of technological breakthroughs that will enable us to live our lives less dependent on oil. I will work with my colleagues at the G20 to phase out fossil fuel subsidies so that we can better address our climate challenge. I want the cleanest air on Earth. Nobody can deny the impact of climate crisis. Just look around. En parallèle de ces discours, la ruée vers les pétroles et gaz de schiste n'a pas diminué au cours des 15 dernières années. Même le secrétaire des Nations Unies le martèle haut et fort. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Mais face à la constellation d'acteurs qui permet à ces projets de voir le jour, les instances internationales avancent à petits pas. C'est à Glasgow, en 2021, que seule une diminution progressive du charbon apparaît dans le texte. À la grande déception. Ça, c'est quand même fou qu'on en soit encore à dire qu'il faut diminuer progressivement le charbon. Alors que, bon, on sait quand même que c'est ultra polluant, quoi. Et je comprends, d'ailleurs, je suis encore étonnée qu'on ait encore vachement de mines de charbon dans le monde. Du président de la COP26. I apologize for the way this process has unfolded, and I'm deeply sorry. Au moment où nous publions cette vidéo, l'industrie pétrolière et gazière est donc toujours absente des traités. Ironiquement, en 2023. Pourtant, ils sont présents au COP. Ils sont là pour faire promo. La COP28 est présidée par Sultan Ahmed Al-Jaber. Il est le PDG de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, qui exploite 3 bombes carbone au large de la péninsule arabique. Eh ben, c'est pas très réjouissant tout ça. Après, on est toujours dans la même situation. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place à notre niveau? On voit bien que même les scientifiques qui alertent depuis des années sur ces questions-là ne sont pas entendus. Et leur seul moyen potentiellement, ce serait
d'avoir des financements, mais les financements, ils viennent aussi avec les intérêts économiques. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, on avait aussi... je trouvais que cet article était intéressant parce qu'il parlait notamment du fait que la transition est plus longue et plus compliquée parce que ça veut dire aussi changer de système. Et donc, la fin d'un système socio-technique, pardon. Et là, on parlait notamment du fait qu'en Europe, il y avait plusieurs pays qui avaient voté pour une transition douce vers la voiture électrique en privilégiant plutôt les gaz de synthèse, enfin les gaz naturels comme ils disent. Et donc, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, on est toujours dans la question de... La Chine a été forcée d'agir pour que leur ville devienne respirable et éviter les smogs. Oui, parce qu'il y a des enjeux de santé aussi. C'est moins par bonté écologique, oui, c'est ça. Tu dis qu'il faut englober au moins 5 ans pour avoir une pseudo-moyenne et encore 10 ans, c'est mieux. Sachant que il me semble que les émissions, elles ont augmenté en fait. Parce que du coup, il y a eu une légère baisse en 2020 avec le confinement. Mais en fait, depuis, ça a remonté. Et c'est plutôt en puissance. Ouais, ça augmente toujours. Oui, donc en fait, il faut véritablement plus un changement global de société. Et donc, comme on disait, de réduire notre consommation énergétique plus que trouver des solutions miracles qui vont nous permettre de continuer dans ce sens-là. C'est ça tout l'intérêt. À la base, on parlait hydrogène, mais du coup, t'as ton avis là-dessus. Moi aussi, hein. On a tous un avis. Ouais, du coup, oui, on parlait d'hydrogène. Bah oui, l'hydrogène, c'était... Là, dans ce cadre-là, potentiellement, ces gisements, par exemple, d'hydrogène blanc pourraient poser problème. Il peut y avoir une contestation parce que ça peut détruire l'environnement qui est exploité. Je sais plus où c'était. Oui, voilà. Tu vois, on parlait de l'enthousiasme sur l'hydrogène, si c'était une solution miracle ou pas. Voilà, ils disent l'enthousiasme général est indéniable. Les premiers congrès sur l'hydrogène naturel font le plein. Comme aux premières heures du gaz du schiste, les majeurs se gardent de prendre trop de risques. Oui, donc en fait, le gaz de schiste à une époque aussi, ça avait l'air d'être la solution miracle, et en fait, pas du tout. Après, la différence, ça reste quand même que... On ne trouve pas grand-chose. Enfin, ça trouve pas grand-chose. Il y a quand même pas mal de trucs, hein, mais c'est que pour l'instant, on n'a pas de preuve que que les gisements sont énormes. Enfin, qu'on a une solution. Néanmoins, je peux vous dire qu'en coulisses, toutes les grandes compagnies pétrolières se montrent très intéressées. Donc là, on fait le lien avec la vidéo. En fait, il y a potentiellement un intérêt économique pour les compagnies pétrolières à aller exploiter ces gisements. Il y a d'ailleurs pas mal d'investissements qui sont faits. Je crois que c'est dans cet article qui parle des investissements en tout cas des intérêts, notamment en Europe. Voilà, ils se jettent un peu dessus. C'est la nouvelle course à l'énergie. Mais on peut réellement croire à la découverte. Oui. C'est celui-là. Est-ce qu'on parle du même? C'est celui-là dont tu parles? Lorraine, c'est dans le nord-est. Ma géographie française est au top. Ouais. Mais dans cet article, ils sont hyper à fond dedans, quoi. Ils sont trop contents d'avoir découvert ça. Donc... Et...
Et du coup, et là, voilà. Mais peut-on réellement croire à la découverte humaine d'une nouvelle ressource géologique d'ampleur mondiale? Il ne faut pas avoir peur que la réponse soit négative. Pose Laurent Truche. Pour ma part, je pense que le potentiel est très grand. Mes calculs effectués sur un coin de table montrent que la récupération de seules émanations du sous-sol brésilien pourrait satisfaire la demande mondiale. Après, il y a toujours la question de est-ce que c'est renouvelable ou pas, quoi. Donc, je sais pas trop. Donc, voilà pour l'hydrogène blanc. Et après, sinon, on parlait justement des points positifs, négatifs, des freins, etc. de l'hydrogène. Je crois que c'est ça, le casse-tête. S'il veut bien charger. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, mais en gros, t'as... attendez. S'il te plaît, zoom. Bon, il ne veut pas faire comme je veux. En gros, du coup, c'est quand même abondant. Il y a 800 000 tonnes qui sont produites par an. Donc pour produire des engrais, pour fabriquer de l'acier, pour raffiner les hydrocarbures. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout sur une énergie qui est utilisée en tant que carburant. Il y a 55 véhicules à hydrogène, mais on est quand même plutôt sur du poids lourd. Donc en fait, on est toujours sur une alimentation électrique. En fait, c'est pas du tout utilisé comme combustible, mais il y a des projets de recherche sur l'utilisation d'hydrogène en combustible. Ce serait potentiellement sans gaz à effet de serre, mais pour l'instant, c'est toujours produit par les hydrocarbures. Par contre, c'est plus intéressant au niveau de la charge et potentiellement sur l'autonomie. Voilà. Donc ils disent le plein d'hydrogène s'effectue en 5 minutes pour 600 km contre 30 minutes les 300 km avec une batterie électrique classique. Sachant que la batterie électrique classique est toujours plus intéressante pour les voitures personnelles. Pas du tout pour l'hydrogène n'est pas du tout intéressant pour des petites voitures, quoi. Voilà. Donc après, aujourd'hui, il y a quand même le ferroviaire, l'aérien et le maritime qui s'y intéressent. Et je voulais parler notamment de l'aérien parce que voilà, ils le vendent un peu comme une solution, mais il y a quand même pas mal de freins au développement de l'avion à hydrogène. Airbus a des projets de recherche sur le sujet. Ils ont 3 prototypes d'avions, mais pour l'instant, on n'est pas du tout sur un truc qui va être mis sur le marché très bientôt. Et puis en fait, on en revient toujours à la même chose. En fait, pourquoi est-ce qu'il ne vaut pas mieux réduire notre utilisation de l'avion plutôt que de trouver des solutions alternatives? Alors évidemment qu'il faut trouver des solutions alternatives, mais voilà. Ouais, du coup, il y a cet article. Et alors, attendez. Oui. Bah déjà, par exemple, supprimer les vols courts sur le territoire national, ce genre de choses. Mais après, du coup, moi, il y a une question que je me pose, c'est... en fait, il y a toujours des gens qui voudront voyager. Donc il faudrait complètement changer la mentalité de millions de personnes. Ou alors limiter drastiquement leur utilisation. Donc après, c'est un choix très compliqué. On ne peut pas vraiment imposer aux gens de changer. C'est quoi celui-là ? Ah voilà, c'est ça. Tout à fait.
Prendre l'avion revient complètement moins cher. En fait, on en revient toujours un peu à la même question. C'est toujours une question économique, finalement. On est toujours sur... C'est-à-dire qu'il faut réduire les coûts des transports alternatifs. Donc, c'est ça, toujours le même problème. Je crois que en fait, j'ai l'impression d'être vraiment très nulle en informatique. Donc voilà. Du coup, sur l'aviation, il y a quand même des réglementations qui sont commencées à être mises en place, notamment au niveau européen, du coup. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ils imposent aux avions au départ de l'Union européenne d'employer du carburant synthétique dérivé de l'hydrogène vert, sachant qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal de pays qui importent leur hydrogène, notamment du Moyen-Orient. Les conséquences de cette exigence, la demande en hydrogène vert va exploser en Europe et le coût du transport aérien augmentera significativement. Donc 1,2% à partir de 2030 d'utilisation de carburant synthétique pour atteindre 35% d'ici 2050, sachant qu'on est censé atteindre net zéro en 2050. Donc il faut aussi réduire le trafic. Donc pour des carburants renouvelables d'origine non biologique ou carburants électroniques synthétiques produits en combinant de l'hydrogène vert avec du CO2. Les 27 États membres de l'UE viennent d'adopter 2 directives, une sur les énergies renouvelables et l'autre concernant l'avion, Refuel Aviation, qui les place au premier plan dans le cadre de la décarbonation du transport aérien. Elles accroissent l'obligation d'usage des SAF et rendre obligatoire l'utilisation de RNBO, tous ces sigles, pour des avions au départ de l'UE à hauteur de 1,2% à compter 2030, mais surtout prévoit une augmentation graduelle de son emploi chaque année pour atteindre 35% en 2050. Donc vers une explosion de la demande d'hydrogène vert. Du coup, la question là, c'est est-ce qu'on va être en capacité de répondre à la demande en production? Salut, à bientôt. Merci. J'essaierai peut-être de passer ce soir du coup. Donc en fait, oui, on va avoir une augmentation de la demande en hydrogène vert. Est-ce qu'on va être en capacité de répondre à cette demande? Parce qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène vert, elle est vraiment minime. On n'est pas du tout sur une production industrielle. Enfin, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, quand il parle d'hydrogène vert, on est d'accord, il parle d'énergie renouvelable. Pas par nucléaire, parce que ce serait du jaune, du coup, sur l'arc-en-ciel. Alors peut-être que l'idée sous-jacente serait de produire ça avec le nucléaire, qui reste potentiellement une énergie propre, qui n'émet pas en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui pose d'autres problèmes. Voilà. Peut-être avec le mien, mais c'est Maena mon nom sur mon compte perso. Donc je pense que tu vas me reconnaître. Conséquence de ces décisions, la demande en hydrogène vert monte en flèche dans l'UE qui s'attend à ce que le besoin en carburant d'aviation dans ses aéroports atteigne environ 46 millions de tonnes en 2030. Ce qui se traduirait par une consommation de RFNBO évaluée à 552 000 tonnes. Donc c'est le carburant synthétique. Pour les produire, il faudra 92 000 tonnes d'hydrogène vert pour le transport aérien dès 2030, ce qui n'est pas rien. On va regarder la production d'hydrogène en Europe aujourd'hui. Et je ne suis pas persuadée qu'on soit à 46 millions de tonnes. Je crois même qu'on est plutôt sur... ça, c'est plutôt ce qu'il y a au niveau mondial. Alors, attendez. Et on parle bien d'hydrogène vert. Hein. Bon. Ça date de quand? 2023. Ok, mars 2023. Ah, mais là, c'est en mégawatts. Moi, je voulais en tonnes.
Parce que moi j'ai des chiffres, mais c'est pour la France quoi. Et sur la France, on est à 800, entre 800 000 et 900 000 tonnes produites par an. Donc on est bien loin des 46 millions, je pense, au niveau européen quoi. Bon, je vais essayer de chercher après. Je sais pas si on a trouvé. Si on regarde juste la production d'hydrogène. Et mondial. Ah, le Sénat. Ça a l'air plutôt fiable comme source. Enfin, du moins, je l'espère. Alors. Sur 70 millions de tonnes d'hydrogène hors production en tant que coproduit produit chaque année dans le monde, donc on est à 70 millions de tonnes d'hydrogène produit et on aurait besoin, ils disent, de 46 millions de tonnes en 2030. Donc il va falloir booster et on parle d'hydrogène vert. Et là, 48% sont issus du gaz naturel, 28% du pétrole et 23% du charbon. Donc en fait, on n'est pas du tout sur de l'hydrogène vert au niveau international. Et donc j'imagine qu'en Europe, ça ne va pas du tout être le cas, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont importés. Quand on parle de gaz naturel, on parle notamment du méthane, hein, puisque l'hydrogène est associé au méthane, enfin dans le méthane. Donc voilà, on n'y est pas du tout, pas du tout. Ce d'autant qu'en parallèle, alors la directive Refus l'aviation, la directive énergie renouvelable impose que 42% de l'hydrogène utilisé par l'industrie soit vert d'ici à 2030. Donc il va falloir produire beaucoup d'hydrogène là quand même, on est sur une grosse production d'hydrogène. Avec environ 9,7 millions de tonnes d'hydrogène gris actuellement consommées chaque année dans le milieu, principalement dans la production d'engrais, de produits chimiques et de raffinage du pétrole. Par exemple, le raffinage du pétrole, on en a dans le port là, de Saint-Nazaire. Il y a du raffinage de pétrole. C'est pour éliminer le soufre de nos carburants, pour voilà, éviter qu'ils soient moins toxiques. La nouvelle directive crée instantanément une demande d'environ 4 millions de tonnes d'hydrogène vert dans l'industrie. Au regard de cette explosion de la demande, l'UE prévoit de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici à 2030 et d'en importer 10 millions de tonnes supplémentaires. Côté français, le statut particulier d'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire, hydrogène rose. Alors, il me semblait que c'était jaune. Apparemment, eux, ils appellent ça de l'hydrogène rose. Peu importe. Pourrait lui permettre de tenir les objectifs fixés sans risquer de pénalité. Conséquence de cet accroissement brutal de la demande en hydrogène vert dû au RFNBO est également compte tenu de son mode de production, le coût du carburant pour l'aviation pourrait être multiplié par 5. Donc on parlait tout à l'heure du fait de prendre l'avion, mais je pense que si les coûts des billets d'avion augmentent, on va clairement avoir moins de gens qui vont prendre l'avion. Conséquence de cet accroissement brutal de la demande en hydrogène vert, c'est ce que j'ai dit, ce qui pour l'analyste Michael Liebrecht rend peu crédible l'atteinte de l'objectif de 1,2% d'ici à 2030. C'est ce que je disais, ça va être compliqué. À moins que la réelle mise en œuvre des pénalités prévues dans la directive ne permette de collecter des sommes susceptibles d'alléger le coût réel de ces carburants qui est explicitement prévu dans le texte. Donc à moins qu'il y ait des aides, il y a peu de chances que que ça fonctionne. Nous pourrons utiliser les revenus générés par les amendes ou l'équivalent en valeur financière de ces revenus pour combler les différences de prix avec les carburants aviation conventionnelle. Aujourd'hui, le coût des carburants, le coût de l'hydrogène vert est énorme.
Donc voilà, c'est ça. Donc le coût du dihydrogène obtenu par vaporeformage du méthane varie entre 1,5 et 2,5 euros le kilo, donc c'est beaucoup plus évidemment que le pétrole. Il passe au moins à 3,5 euros par kilo lorsqu'on utilise l'électricité nucléaire pour électrolyser de l'eau. Il s'accroît encore plus si l'électricité est d'origine. Donc 5 euros le kilo si l'électricité est d'origine éolienne ou photovoltaïque. Et là on est sur... Ouais, ça date d'avril 2023, donc on est quand même normalement sur des chiffres plutôt récents. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, là c'est la boule. Et du coup, je voulais aussi lire ça parce que du coup là on parlait quand même plutôt d'une production industrielle et je trouvais que c'était intéressant de parler notamment de... Parce que en fait, l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas du tout une solution enfin pas une solution pour citoyenne, c'est plutôt une solution pour la transition de l'industrie. Donc là tout à l'heure on a parlé du fait que c'était utilisé pour produire des engrais, que c'est utilisé pour tout ce qui est production d'acier. Potentiellement ça va être utilisé pour le transport maritime, ça va être utilisé pour le transport de poids lourds. Quand on parle de poids lourds, évidemment on parle des bus, camions, trains aussi. Et du coup là tout à l'heure on parlait de l'aviation, mais pas du tout pour une utilisation vraiment du particulier. En fait, oui ça peut permettre de stocker l'énergie, notamment l'énergie surproduite, mais il faut penser vraiment en grande quantité et pas du tout en petite quantité pour un foyer quoi, de 4 personnes. Alors oui, il y a des tests qui sont faits, mais on partirait plutôt pour une utilisation industrielle. Donc là, le CNRS notamment a une fédération hydrogène donc qui regroupe tous les laboratoires au niveau national qui travaillent sur des projets de recherche hydrogène. Et donc du coup, ils sont quand même assez engagés là-dedans. Donc là, c'est une interview de Catherine Grandhomme. Donc ça date de janvier 2023, donc c'est assez récent. J'ai essayé de trouver des trucs assez récents. Donc l'objectif est de sortir du marché historique de l'hydrogène gris produit à partir d'énergies fossiles pour aller vers de l'hydrogène décarboné divers qui ne représente aujourd'hui que 5% de la production globale. Là, elle parle de 5% en France. Donc sur la totalité de l'hydrogène qui est produit en France, aujourd'hui, il y en a 5% qui sont produits par électrolyse et qui sont verts, quoi. La France est fixée comme objectif d'atteindre 50% en 2030, ce qui implique de multiplier cette production par 15, ce qui est énorme. On est quand même sur une grosse multiplication de la production. Donc aujourd'hui, l'hydrogène vert coûte 10 à 12 euros kilo pour un hydrogène gris à 1,5-2 euros. Tout à l'heure, on a vu 5 euros. Voilà, alors les chiffres ont l'air d'être bien différents. Je ne sais pas à qui je dois faire confiance. Peut-être plutôt au CNRS. À vérifier. Car l'outil industriel reste encore à construire sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, le stockage, les procédés de conversion utilisant les piles à combustible et les différents usages. Donc l'idée c'est d'utiliser pour décarboner l'industrie ainsi que pour la mobilité lourde comme les trains et les camions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi toute la question de ne pas créer de nouvelles industries, mais de vraiment proposer une transition à l'industrie qui est existante. Il y a aussi un engagement au niveau national pour une transition économique de l'industrie et une revalorisation de l'industrie française. Donc, en finançant la recherche
pour justement la transition industrielle, ça peut permettre de revaloriser cette industrie au niveau national. Et du coup de créer de l'emploi. Il y a ça aussi derrière. Donc, par exemple, sur l'axe production, on a d'un côté l'électrolyse, basse température, déjà opérationnelle dans l'industrie, et de l'autre côté, une production par gazéification plus exploratoire. Donc, ça, ce serait du coup pour l'hydrogène vert. Et gazéification, on parle notamment de tout ce qui est gaz de synthèse. Alors, qu'offre le CNRS pour les entreprises de cette filière ? Le déploiement massif de cette filière va en partie reposer sur les compétences des personnels de recherche et sur les équipements de pointe dans les laboratoires. Donc il faut savoir qu'en fait, la recherche travaille régulièrement avec les industriels. Il y a régulièrement du partenariat entre les industriels et les chercheurs. Nous avons recensé 125 laboratoires ayant une co-tutelle, CNRS, 540 chercheurs mobilisés pour répondre aux défis industriels aujourd'hui et préparer le futur, comme l'utilisation de nouveaux matériaux ou un pilotage de données de plus en plus nombreux par IA. La particularité du CNRS est de couvrir des programmes de recherche de toutes les disciplines. Certains s'inscrivent dans une démarche techno-push pour rendre le système à l'hydrogène plus performant, plus durable et moins coûteux, et d'autres sont dans une démarche holistique intégrant les aspects socio-économiques et écologiques. Donc, on peut voir que même dans la recherche, il y a plusieurs types de démarches, et que certains englobent plus les questions socio-économiques d'acceptabilité, de mise en place, les questions écologiques de cette exploitation, etc. Donc, cette nouvelle production d'énergie va générer un certain nombre d'emplois, donc c'est ce que je disais. France Hydrogène prévoit entre 50 000 et 150 000 emplois, 50 et 150 000 emplois directs et indirects créés. Il sera essentiel d'accompagner à ces postes des débutants ou des personnes en reconversion avec une formation adaptée. Sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'ingénieurs, de techniciens, de personnes qui travaillent dans l'industrie qui peuvent aussi travailler se convertir à l'industrie liée à l'hydrogène sans pour autant se former de nouveau. Il n'y a pas de formation aujourd'hui, par exemple, pour les ingénieurs spécialisés dans l'hydrogène. Il sera essentiel d'accompagner à ces postes des débutants ou des personnes en reconversion avec une formation adaptée. Le CNRS y contribuera avec le lancement en 2023 par CNRS Formation Entreprise d'une formation de 3 jours sur le panorama des technologies de l'hydrogène, dispensée par des membres de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS, décideurs ou chefs de projet non scientifiques. Donc il y a quand même un projet pour accompagner les industriels dans cette transition. Donc en pratique, quels sont les outils disponibles pour renforcer les liens entre CNRS et les industriels ? Donc il y a du financement. Là, on reparle du financement de l'État pour financer des programmes de recherche et développement via le programme et équipements prioritaires de recherche d'accélération hydrogène décarboné. Mais aussi des démonstrateurs sur de nouvelles briques technologiques et gigafactories pour la production d'hydrogène décarboné. Donc il y a des projets. Les industriels sont incités à venir dialoguer avec les coordinateurs de ce PEPR pour orienter la recherche dans la bonne direction, en particulier en définissant les bons indicateurs de performance que doivent cibler les chercheurs. Par exemple, indicateurs sur la durabilité de la pile à combustible, etc. Il est important d'instaurer un dialogue permanent entre les industriels et la recherche pour que les technologies sortant des recherches soient ancrées dans les réalités industrielles. On est vraiment dans un fonctionnement où la recherche est intrinsèquement liée au développement industriel. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des projets de recherche, par exemple en Pays de la Loire, qui sont européens, avec des chercheurs européens, et des entreprises européennes, où on va pouvoir tester ces nouvelles technologies. Donc avant, évidemment, il y a eu des travaux de recherche pendant, une dizaine d'années. Et après, on part sur un nouveau truc, quoi. Et on teste, et on voit si ça marche. Et si ça marche, ça peut être développé à grande échelle. Donc en fait, en France, on n'est pas si en retard que ça. Il y a 10 ans peut-être, mais c'était pas... mais maintenant, 10-20 ans, je dirais même.
Donc, une étude de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Office européen des brevets indique que les pays membres de l'Union européenne ont déposé 28% des brevets relatifs à l'hydrogène au cours de la décennie 2011-2020, devant le Japon 24% et les États-Unis 20%. Donc, en Europe, on est vraiment dans la course, quoi. La France se situe au 6e rang mondial avec 6% des brevets déposés et au 2e rang européen derrière l'Allemagne et devant les Pays-Bas. L'Hexagone bénéficie notamment de la force de sa recherche fondamentale puisque le CEA, l'IFPEN et le CNRS occupent les 3 premières places du classement mondial des organismes de recherche selon le nombre de brevets déposés dans l'hydrogène. Le pays est également tiré par Air Liquide et plusieurs startups. Les États-Unis sont en retrait alors qu'ils dominaient les investissements dans l'hydrogène lors de la décennie précédente. Donc là, on se place plutôt pas mal. Donc voilà. Donc en termes de recherche, je pense qu'on est pas mal. Et d'ailleurs, le directeur de la Fédération Hydrogène du CNRS est à Nantes. Il est enseignant-chercheur à Nantes et il travaille au laboratoire IMN. Donc à Nantes notamment, il y a quand même un gros pôle de recherche là-dessus et notamment sur tout ce qui touche au maritime. Et en Pays de la Loire, on est plutôt sur le volet vraiment chimie, quoi. Donc c'est pas mal développé et la région investit pas mal là-dedans. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait pas mal mon tour. Je pense qu'on a fait pas mal le tour aujourd'hui de l'hydrogène. Donc en tout cas, si ça vous intéresse un peu plus et que du coup vous voulez savoir si c'est une solution ou pas, du coup Terre des Sciences a développé un parcours numérique qui donc c'est un parcours numérique qui retrace un peu justement ce qu'est l'hydrogène et son histoire, parce que c'est un gaz qu'on connaît depuis très longtemps. C'est un gaz qu'on connaît depuis le 15e siècle. Et donc du coup, l'idée c'était d'expliquer un peu simplement ce qu'est l'hydrogène. Donc après, vous pouvez naviguer comme vous voulez là-dessus. Et du coup, dans 2 semaines, le 22 novembre, on fera un live avec l'illustratrice de ce projet, qui s'appelle Camille Leclerc, et qui, du coup, on parlera justement de l'illustration des sciences, de comment on illustre les sciences, comment on illustre des projets de médiation scientifique, et puis on ira voir un peu ce qui se fait chez les illustrateurs. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous. Je pense que ça va être sympa. On va aller un peu tester le parcours aussi. Et puis, on va discuter. Ça va être une petite conversation entre nous. Et dans le studio que vous voyez derrière nous, qu'on a développé ici, et qui est tout nouveau, puisque aujourd'hui, c'était le premier live... C'était le premier live qu'on a fait sur la revue de presse, après les 2 lives de la dernière fois. Voilà, et je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'avoir été présents, c'était super chouette. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, mercredi 22 à 15h avec Camille.